Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'architecture où nous allons aborder ensemble les principes solides. Je n'en ai pas parlé en détail jusqu'à présent parce que je fais justement une vidéo dédiée sur le sujet, mais vous avez très certainement lors de votre apprentissage ou simplement de votre mise en pratique de la programmation peut-être déjà utilisé certains de ces principes sans le savoir, ou alors simplement utiliser des langages, des bibliothèques, des frameworks qui eux en fait vous imposer dans leur syntaxe, dans la manière d'écrire, dans la mécanique, certains justement suivis ou respect on va dire de ces différents principes. Mais dans cette vidéo d'architecture, on va justement entrer dans le détail, on va parler et développer un petit peu chacun des points et vous allez voir un peu comment cela peut être utilisé ensuite dans tout ce que vous ferez. Bien évidemment, moi dans les cours de programmation, les autres playlists de la chaîne, je m'intéresse en tout cas et je me focalise uniquement sur la notion que je vous enseigne. Donc je n'intègre pas directement ces choses-là, on va dire, au sein des cours de programmation, n'importe quel langage. Mais c'est à vous par la suite, et j'ai envie de dire même assez rapidement quand même, dès que vous aurez acquis un petit peu d'expérience et que vous aurez par exemple à commencer à utiliser votre premier langage de programmation ou plusieurs langages de programmation, et bien de mettre en pratique et de commencer à utiliser et même de vous intéresser aux différents principes, méthodes, peu importe en fait, outils architecturaux qui permettent bien d'améliorer la qualité, normalement en tout cas, de vos applications, des programmes que vous allez écrire. Les principes solides, comme je l'indiquais, ce sont tout simplement des principes de conception logicielle. On est sur de l'architecture logicielle ici, mais pas de l'architecture matérielle évidemment, et qui vont intervenir en tout cas principalement en programmation orientée objet. Donc si vous développez sous un autre paradigme, vous ne serez pas forcément concerné par ces principes-là, quoique il y a certaines choses qu'on pourrait en fait peut-être reprendre en partie, on va dire, plus ou moins. Et de toute manière, je vous citerai quelques autres principes également qu'on a l'occasion d'aborder et de parler en détail aussi sur la chaîne. Ces principes sont donc un ensemble qui ont été, si vous voulez, inventés ou mis en tout cas au point par Robert C. Martin. Donc c'est lui en fait qui a, on va dire, formalisé ou en tout cas fait un assemblement, si vous voulez, de ces différents principes qu'on utilise depuis toutes ces années, qu'on utilise encore aujourd'hui, qu'on utilisera très certainement encore de nombreuses années. Et l'acronyme en lui-même, solide, puisqu'on va voir que ça concerne en fait 5 principes, a été formulé, si vous voulez, par Michael Feathers. Donc c'est lui qui a mis en place cet acronyme-là, qui est du coup très facile à retenir. Et chacune des lettres donc de solide, S-O-L-I-D, permet de retrouver les 5 principes que je vais vous énumérer bien évidemment après. Donc on va regarder tout ça en détail, c'est pour ça qu'il y a tout un tas de schémas qui s'est fait sur cette playlist. Quel but? On peut se demander déjà quel but de ces différents principes, c'est le point de départ très souvent, surtout quand on démarre en programmation, eh bien ce sont des choses déjà qui vont arriver plus tard, c'est ce que je vous ai dit. Si vous êtes nouveau en programmation, que vous démarrez tout juste, je pense, mais c'est mon avis, et d'autres personnes pourraient avoir un autre avis, et tous les avis à la rigueur se valent, chacun peut donner l'opinion qu'il veut, mais moi je pense, quand on débute en programmation, qu'il convient de s'occuper précisément, de se focaliser sur ce qu'on est en train d'apprendre. Si par exemple vous démarrez la programmation avec le langage Python, ou avec PHP, peu importe, où vous voulez créer des sites web, vous allez d'abord vous attarder sur ça, apprendre la syntaxe de ces langages et surtout étudier et comprendre des différentes notions élémentaires qu'on retrouve en programmation ou en développement web. Et c'est ça qui va en fait occuper votre attention et votre temps surtout au départ. Mais ensuite, très vite, quand vous allez vouloir mettre en pratique, vous allez vouloir acquérir de l'expérience et produire, de préférence en tout cas, un code de qualité, un code qui soit maintenable, on va mettre en place tout un tas de méthodes, de principes, on va suivre des règles de conduite, des règles en fait de codage, peu importe, il y a tout un tas de règles faites par des travaux de recherche de dizaines et dizaines de personnes, et après on pioche un petit peu là-dedans, sans tomber non plus dans l'extrême qui serait en fait de vouloir absolument appliquer tout à la lettre de A à Z, puisque vous verrez que sinon vous allez avoir certaines choses qui peuvent rentrer en conflit et qui peuvent tout simplement cumuler, être contre-productifs. On en aura l'occasion d'ailleurs d'en parler avec les patrons de conception notamment ou les anti-patrons. Et toutes ces choses-là, voilà, il faut le traiter, c'est important, on peut pas le négliger ou l'ignorer quand on fait du développement ou quand on fait de la programmation, mais pas tomber dans les extrêmes non plus. Donc pour les principes solides, les buts en tout cas que je résume très rapidement, c'est en 3 points. Déjà, c'est la compréhension, simplement. Le fait de mettre en application ces principes, à minima en tout cas, sans entrer dans les extrêmes, va vous permettre de rendre le code beaucoup plus lisible, beaucoup plus clair, que ce soit pour vous-même d'abord. Là, il faut penser même aux développeurs qui travaillent tout seuls sur un projet, et surtout aussi quand vous travaillez à plusieurs sur un ensemble de code, de bibliothèques, que sais-je,
Et là, évidemment, on a besoin d'avoir une cohésion globale et une compréhension globale du projet et des différentes parties du projet pour toutes les personnes qui travaillent dessus, que vous soyez seul ou vous soyez justement en groupe. Ensuite, on va voir la maintenance. Le fait de justement faire la correction, la recherche de bugs, voilà, de pouvoir gérer les tests, toutes ces choses-là en fait sont importantes également d'une application. Quand on développe, on ne peut pas penser à ce qu'il y a tout de suite maintenant, on doit déjà au moment du développement, dans l'idéal, penser à ce qui arrivera dans le futur, à ce qui arrivera après et comment les choses vont évoluer et vont en tout cas, toute la durée de vie, si vous voulez, de votre application a de l'importance et on doit y penser assez tôt. Et c'est justement pour ça que le troisième point, c'est l'extension. Vous allez améliorer et en tout cas augmenter les possibilités d'évolutibilité, donc d'extensibilité de votre application, de votre projet, de votre programme, peu importe, votre site web, justement, en appliquant ces différents principes. Donc, pour résumer, la compréhension, ça permet d'améliorer la compréhension du code de manière générale, ça améliore sa maintenance et ça améliore surtout son extensibilité. On passe à la suite, et notamment les fameux principes dont je vous parlais, donc les 5 lettres, S-O-L-I-D, qui sont représentées par ces 5 principes-là, donc Single Responsibility Principle, Open Closed Principle, Liskov Substitution Principle, Interface Segregation Principles et Dependency Inversion Principles. Si on s'arrêtait là, évidemment, ça ne vous donnerait pas beaucoup d'indices, et si on se contentait de ça, on n'irait pas très loin. Pourtant, c'est ainsi que se résument les différents principes. Donc vous voyez qu'ils sont formulés ici après avec 3 lettres généralement, et on peut comme ça les retenir assez facilement. Donc tant que vous avez compris quel principe solide, on peut les retrouver facilement, et on va de toute façon les détailler chacun un par un, c'est bien le but finalement de cette vidéo. Passons au premier qui est le principe de responsabilité unique. J'ai essayé de vous donner des définitions, alors pas forcément les formulations qui ont pu être données à l'origine parce qu'elles étaient beaucoup plus développées, ce sont, rappelez-vous, des principes qui sont issus de travaux de recherche, de discussions entre plein de personnes, même si on peut parler d'un inventeur, d'une personne qui a popularisé ces principes, mais on a beaucoup de gens qui travaillent avec, qui ont fait évoluer ces différents principes, comme vous allez très vite le voir dans les prochaines images, et j'ai essayé de vous faire des définitions qui soient les plus claires, même si bien évidemment je vais vous expliquer tout ça, parce que encore une fois, on est sur de la théorie, si on se contente que de ça et qu'on n'illustre pas avec des exemples, ça risque de ne pas être très clair pour vous. Le principe de responsabilité unique, c'est tout simplement de dire, parce qu'on est en programmation orientée objet, orientée classe, pour être précis, après si c'est orienté prototype, on peut retrouver cette même chose, je pense au langage JavaScript, c'est que chaque classe, elle devrait avoir une responsabilité unique. Comme l'indique le principe, on ne peut pas se tromper. Dit autrement, elle doit avoir un unique but dans le système et ne doit y avoir qu'une seule raison de la modifier. Donc ça, d'une certaine manière, c'est un principe qui est peut-être un des plus simples à appliquer, ou surtout que vous avez peut-être déjà appliqué sans forcément lui avoir donné un nom, sans forcément vous en être rendu compte. C'est-à-dire que moi, dans certaines vidéos, je vous ai dit de prendre l'habitude, et très tôt, en fait, dès les premières vidéos de cours, je vous ai dit à terme, de veiller, même quand vous écrivez une simple fonction, même sans forcément parler de classe d'ailleurs, juste des fonctions ou des modules, de penser aux responsabilités des différents composants, des différentes entités que vous développez. C'est-à-dire d'avoir des rôles bien spécifiques. On verrait absolument mal, par exemple, le chef cuisinier qui est en train de faire, par exemple, une recette, de s'occuper de faire tous les menus qui sont demandés, toutes les commandes passées, et en même temps de faire la vaisselle, la plonge, et ainsi de suite. Et de récupérer éventuellement les commandes, d'aller faire la facturation, donc d'aller récupérer les paiements des clients. Vous comprenez bien qu'il faut bien que chacun ait son rôle. Et bien là, c'est un peu pareil. Plus vous isolez en fait les rôles, les responsabilités dans des classes, dans des fonctions, des modules, que sais-je, et plus évidemment vous permettez de travailler et de garder les choses de manière séparée. Quand on va vouloir en fait faire des améliorations, on ne va pas les inclure dans un bloc global, mais on va en fait faire des modifications sur un rôle bien précis, et ce sera bien évidemment beaucoup plus pratique pour de la maintenance, de la correction de bugs, etc. Voici un petit exemple pour développer un petit peu tout ça. Évidemment, je vous ai montré, vous allez voir sur cette vidéo, différents codes dans différents langages. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément programmé, vous ne connaissez pas forcément ces langages, mais à partir du moment où vous en connaissez un, vous allez comprendre la logique, c'est de la syntaxe. En tant que programmeur, ça ne posera pas de souci. Donc là, on commence avec un exemple de code en PHP. On a une commande, ce qui représente en fait une commande, avec ce qui serait pour le coup une liste d'articles, les produits en fait de la commande, tout simplement. Et ensuite, on a une méthode, une fonction, une méthode, peu importe, qui permet de récupérer le montant de la commande, donc le total qui va être à payer. Et on a une méthode aussi pour pouvoir imprimer la facture. Pour imprimer en fait la facture de tout ça, surtout pour les professionnels, c'est quand même important d'avoir ça.
Là, nous avons justement un exemple parfait d'une violation, c'est ce que je vous montre en premier lieu, du principe de responsabilité unique. Pourquoi? Et les questions sont assez simples, il suffit de vous demander en fait quel est le rôle, si vous deviez par exemple définir cette classe. Alors j'ai fait des exemples, vous allez voir, très simples, c'est-à-dire qu'en réalité on pourrait découper encore plus, mais je ne voulais pas montrer trop de code, sinon ça ne sert à rien de vous montrer 500 lignes de code pour un exemple, ça n'a aucun intérêt. Mais ici, on peut détecter déjà plus d'un seul rôle, de se dire bon, on a une classe qui est censée gérer les commandes, ok. Par contre, ça on peut se poser la question de qu'est-ce que ça vient faire ici. Tout ce qui gère finalement la facture et même l'impression de la facture, c'est un autre rôle. À la rigueur qu'on s'occupe de ça, même si encore une fois dans un cas concret on pourrait encore diviser cette classe en plein d'autres choses, puis vous imaginez bien que dans un vrai programme on aurait un peu plus que ce code là en réalité, mais là, bon, si on se contente de ça, on peut dire ok, la classe ici de commande, elle va gérer les articles, pas de problème. Faire le total de la commande, ça me semble logique, ça concerne ça, il n'y a pas besoin de passer par des éléments tiers, ok. On fait juste en fait le prix à l'unité fois le nombre de produits qu'on a pris pour chaque produit de notre liste, notre panier, et on a le montant à la fin qu'on peut restituer. Ok, on comprend très bien. Mais là, on est sur un autre rôle, donc après tout, ça c'est une autre responsabilité. C'est pas parce que par exemple vous allez changer à un moment donné ou qu'un développeur va changer le code qui concerne la gestion de la commande que ça doit impacter en fait tout ce qui concerne l'impression de la facture. On est sur autre chose là, on est sur des éléments comptables, donc ça n'a rien à faire ici. Et inversement, si vous avez un développeur à un moment donné qui veut ajouter des choses concernant la gestion de la facturation, on n'a certainement pas envie que ça intègre en fait des erreurs, des bugs supplémentaires dans ce qui gère tout simplement le panier, donc la commande du client. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. Pour ça, on peut faire des améliorations pour corriger en fait ce problème de violation de la responsabilité unique, donc ce premier principe. Et on a un petit exemple très simple. Donc oui, n'ayez pas peur, je le dis assez souvent, parce que ça, souvent beaucoup de développeurs débutants ont souvent entendu dire que un code correct, de qualité, de professionnel, on va dire, c'est un code qui est court, forcément. Et que moins il y a de code, mieux c'est. Et des fois c'est l'inverse, des gens se disent oui, alors moi j'ai fait un programme de 5000 lignes de code, donc j'ai fait un truc de dingue, sauf que bon, ça veut rien dire, et puis 5000 lignes, on pourrait dire ouais, c'est pas tant en fait pour un projet. Bref, ne vous basez pas sur la quantité de lignes que vous avez pour vous dire c'est de qualité, c'est pas de qualité. Ce qui est important, c'est comment c'est organisé, comment les différentes briques sont composées, le couplage qu'il peut y avoir éventuellement entre les éléments, la cohésion, etc., les dépendances, voilà. Là on peut discuter, mais le nombre de lignes en lui-même et le nombre de classes qu'on fait, le nombre de fichiers, ça n'a vraiment aucune importance. Il faut être logique et cohérent et pas compter simplement les choses. Donc là, on a créé une énième classe. Alors évidemment, ici, on peut dire, oui, bon, une classe, ça fait bizarre, une classe qui a juste une méthode. Ça pourrait exister dans un cas réel. Mais bien sûr, bon, là, dans ce cas précis, si on le faisait en cas réel, on aurait un peu plus. On pourrait largement trouver d'autres méthodes à mettre ici, d'autres éléments. Et là, pareil aussi, c'est ce que je vous disais. Mais on reste sur des exemples assez minimaux pour que vous puissiez bien comprendre. Donc cette fois-ci, on a bien cette classe de commande qui va s'occuper de la commande et de gérer en fait le montant de cette commande. Donc on comprend très bien le rôle qu'elle a. Voilà, c'est moins le rôle est divisé, éparpillé, et plus ça va être facile de la comprendre et de la maintenir. Vous voyez, ça se lit très facilement, c'est beaucoup plus compréhensif. On pollue pas en fait cette classe avec d'autres choses. Et là, on est sur ce qui va gérer l'impression de la facture. Donc en plus, c'est vraiment précis. C'est pas la facture en elle-même, c'est pas une classe invoice, c'est vraiment invoice printer. Comme là, pareil, dans un cas réel, on aurait quelque chose d'un peu plus spécifique que simplement commande, parce que là, c'est déjà finalement trop global, et on pourrait diviser aussi. Mais vous avez compris ce que je veux dire, c'est qu'il faut répartir en responsabilité. Et là, on a quelque chose évidemment de beaucoup plus pratique. Donc n'oubliez pas, une classe ou un élément, ça peut être une simple fonction, même par la suite autre, mais là on parle de classe au sens global, devrait être modifié pour une seule raison. Donc là, voilà, on veut modifier la manière dont on imprime la facture. Et il y a un développeur qui sera chargé de le faire, mais il va toucher à ce fichier qui aura cette classe. Il ne va pas aller commencer à toucher à la gestion de la commande, ça n'a rien à voir. C'est deux éléments séparés, c'est deux responsabilités distinctes. Donc il s'occupe de cette responsabilité, de ce rôle-là, et ça c'est un autre développeur qui s'en occupe. On sépare bien les responsabilités. Donc pensez-y, c'est très important. Parce qu'évidemment, plus vous allez avoir une grande classe, donc beaucoup de code en fait dans votre fichier, et plus chaque nouveauté que vous allez ajouter, chaque nouvelle fonctionnalité, ça va faire des modifications à la classe en question, comme je vous disais, et automatiquement, un gros risque, dès qu'on ajoute du code, c'est un risque potentiel d'ajouter des erreurs, et vous comprenez un petit peu les soucis qui peuvent être engendrés avec tout ça. Ok, voici pour le premier, je prends un peu le temps, vous voyez, ça va être une vidéo qui va être assez longue, parce que c'est important, comme il n'y aura qu'une vidéo sur le sujet, précis au niveau théorie, évidemment je prends bien le temps de détailler, vous pouvez mettre sur pause comme d'habitude, la voir en plusieurs fois,
Et vous avez des commentaires pour poser des questions si jamais. Et n'oubliez pas le petit like et le soutien, etc. et le partage. Voilà, comme je sais bien, j'avais oublié cette petite remarque, voilà, chaque classe tient son rôle, l'une de gérer la commande et l'autre est de gérer l'impression de la facture du client, exactement. Même si encore une fois, je vous ai dit, ça en fait on pourrait largement, parce que gérer la commande c'est déjà très global, donc en réalité on pourrait encore diviser s'il y avait plus de méthodes que ça. Mais là pour l'exemple c'est bien suffisant. Passons au deuxième principe. Le principe finalement ouvert, fermé, donc là pareil, si on se contentait juste de ce terme, on dirait oui c'est bien, ouvert quoi, fermé quoi, bon, pas très clair. Et voici la petite définition que je vous donne. Le code, de manière générale, ou les entités, donc ça peut être des composants applicatifs, ce que vous voulez, donc le code ici, doit être ouvert à l'extension, mais fermé à la modification. C'est-à-dire qu'ajouter une fonctionnalité à une classe, par exemple, devrait se faire sans modifier le code qui existe déjà. Ça, autant le premier, c'est peut-être facile à mettre en place, ça devient assez vite logique et évident pour les développeurs, même ceux qui débutent, autant celui-ci, c'est la première erreur qui arrive quand on débute. C'est-à-dire qu'on écrit une classe, on a un ensemble donc de briques logicielles qui fonctionnent, c'est fonctionnel, on a a priori fait les tests qu'il fallait, il n'y a pas d'erreur ou de bug évident en tout cas, tout est fonctionnel, et là on va ajouter une nouvelle fonctionnalité, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on reprend les classes qu'on a déjà écrites, ou les composants qu'on a déjà écrits, et on commence à aller modifier le code. Voilà, on ajoute des méthodes, on met des trucs à droite à gauche, on modifie certaines méthodes, certains attributs, on change des types, etc. Et là évidemment c'est la catastrophe. Attention, ajouter des fonctionnalités à une classe, ça devrait se faire vraiment sans avoir à toucher ce qui existe. Alors là, évidemment, à nouveau, vous comprenez, on en revient au même problème, à la même conséquence, c'est qu'on va ajouter des choses. Et oui, on va pas forcément se contenter de faire le minimum de code, on va au contraire créer de nouvelles choses, par exemple, créer de nouvelles classes. Donc c'est là tout l'intérêt qu'on va retrouver ici. On va voir donc différents exemples pour montrer un petit peu tout ça. Donc évidemment, si vous en venez à modifier, je sais pas moi, le corps d'une méthode, donc le code d'une méthode, la signature, le type d'un attribut, etc., vous êtes généralement, ça peut être un indicateur que vous êtes en train justement de violer ce principe ouvert-fermé qu'on retrouve dans les principes solides. Donc attention avec tout ça. Voyons un exemple justement à ne pas faire. Toujours pareil, vous voyez, je vous donne l'exemple incorrect et ensuite une correction pour corriger en fait le principe et qu'il soit bien appliqué. Nous avons ici tout simplement une énumération qui va, donc ça représente en fait un système de combat, on peut imaginer ça dans un jeu vidéo, tout simplement. On a ici une petite énumération, pareil, j'en ai pas mis beaucoup, parce que je veux pas montrer beaucoup de code, pour que ça rentre évidemment dans les images que j'ai réalisées, mais on a donc ce qui représenterait le type de combattant qu'on retrouve. Là on en a deux qui sont définis, on a le guerrier et on a un sorcier, un mage, peu importe, voilà, qui sont deux possibilités qu'on a comme type de combattant. Et ensuite on a développé un système de combat, tout simplement, donc avec le son constructeur ici, qui va prendre au niveau du constructeur un type de combattant, donc on va le faire combattre en fait à partir du type en question, qui est comme vous voyez ici un attribut, et ensuite on a une petite méthode qui va être en fait l'application elle-même, le service qui est rendu, qui va se charger de faire combattre ce combattant via notre système, même si on aurait beaucoup plus de code, encore une fois, dans un cas concret. Et là voilà ce qui se passe. Forcément, on peut être amené à avoir différents types de combattants. Donc qu'est-ce qu'on ferait de manière évidente, de manière logique finalement? Eh bien c'est de vérifier le type du combattant. Te dire, si j'ai un guerrier, alors voilà, il combat comme ça. Bon, dans mon exemple, je vous ai mis un simple affichage de texte. Dans un vrai cas, on aurait un appel à une fonction, une méthode ou autre chose, mais vous avez compris le principe, évidemment. Donc là, voilà, dans le cas du guerrier, il y a un comportement bien précis à respecter. Et attention, si c'est un sorcier, alors lui c'est autre chose, voilà, il y a un autre comportement à adopter. Et puis finalement, si c'est ni l'un ni l'autre, donc c'est aucun des types de combattants qu'on a, on n'a qu'à dire que rien ne se passe, bref, on est obligé de faire tout un tas de conditions. Je pense que je pourrais m'arrêter là et de vous dire quel est le problème avec ça en termes d'évolution de code et d'ajout de fonctionnalités. Et là, normalement, c'est suffisant. Justement, si je veux ajouter des archers, qu'est-ce que je vais devoir faire? On en revient au même problème. Imaginez que ce système fonctionne, d'accord? Votre jeu est publié, les gens sont en train d'y jouer. Voilà, ils jouent ils peuvent juste créer des guerriers, des sorciers. Et forcément, au bout d'un moment, ils en ont un peu marre, parce que c'est un peu toujours les mêmes classes, finalement, les mêmes types de combattants. Et ils aimeraient pouvoir jouer des archers. Ils disent, dans les MMO, il y a souvent des archers, on aime bien ça, jouer à distance, etc. Ce serait cool, avec un arc, pourquoi pas? Pourquoi pas des druides même, tant qu'à faire. Et dans ce cas-là, vous, voilà, en tant que développeur, vous ou d'autres personnes, vous voulez ajouter ces archers. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Il va falloir modifier ça, évidemment, pour ajouter le type en question. Et il va falloir modifier ici, donc ajouter une énième condition. Vous êtes en train de toucher à deux parties existantes, donc à du code existant. Vous n'êtes pas en train de faire de l'extension, vous êtes en train de faire de la modification. Et c'est là le problème, et c'est d'où cette violation
du principe ouvert-fermé. Voici la solution, une solution possible en tout cas à ce cas d'erreur ici. Voilà, donc Bertrand Meyer que j'ai affiché ici, puisque c'est une personne en fait qui a formalisé justement ce principe ouvert-fermé qui a ensuite été repris dans les principes solides. Donc comme je dis, on rend hommage quand même aux personnes en question, c'est bien de le savoir, ça permet de les citer aussi. Donc généralement je le fais sur mes diapos. Plus de code, vous avez remarqué généralement l'application de principe amène généralement à davantage de code, c'est pour ça que ça fait souvent peur, hein. Comme je disais aux débutants, d'avoir plein de code, d'en rajouter, on essaie toujours d'en faire le minimum et forcément en faisant le minimum, très vite on peut tomber sur des erreurs. Et là vous voyez que très vite, pour si peu de code, on en a ajouté déjà bien plus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien nous passons par le rôle des interfaces. Petite parenthèse, si vous êtes dans un langage de programmation pour lequel les interfaces n'existent tout simplement pas, syntaxiquement parlant, vous avez généralement d'autres mécaniques pour les remplacer. On peut utiliser éventuellement les classes abstraites, même si normalement elles n'ont pas vraiment le même rôle, mais bon, si on n'a que ça, on fait avec. Et renseignez-vous, bien sûr, sur le langage en question. On a abordé de toute façon ça dans les différents cours de la chaîne, donc logiquement on a fait le tour pour faire du polymorphisme ou voir un peu des usages d'entités abstraites, tout simplement. Donc là, puisqu'on parle justement d'entité abstraite, nous avons cette interface qui est le combattant, et on part du principe, donc c'est un contrat, hein, je vous rappelle, hein, une interface, qui dit en fait que toute classe, tout élément qui va vouloir implémenter cette interface, donc va devoir remplir le contrat, d'implémenter toutes les méthodes que ça contient. Et là, c'est de dire, à partir du moment où tu veux être un combattant, tu veux donner la capacité à une classe d'être combattante, elle devra en fait pouvoir attaquer, il va falloir indiquer son comportement, comment celle-ci attaque. Ok, donc ça c'est le contrat, très simple, pas de problème. On fait une première classe, la classe de guerrier, qui implémente justement ce contrat de combattant. Elle a donc obligation d'implémenter les différentes méthodes du contrat, sinon il y aurait des erreurs de compilation, d'exécution, etc. Mais surtout de compilation. Ok, on le fait, et à ce moment-là, effectivement, on précise, voilà, le guerrier, il attaque comme ci, comme ça, bref, on peut faire et on peut définir le comportement spécifique au guerrier, puisqu'on est dans la classe qui le concerne, il n'y a pas de problème. On a bien, en plus, vous voyez, des séparations de responsabilités dans tous les cas aussi. Et même chose, puisqu'on avait le guerrier, on avait aussi le sorcier, on fait la même chose pour le sorcier. Voilà, donc le sorcier, il implémente cette interface, donc il doit remplir le contrat également, et ok, il implémente la méthode attack, et ici, il indique comment, il procède à un combat. Et enfin, donc on en revient à l'élément de tout à l'heure, hein, donc cette fameuse fighting system, donc notre classe qui représente le système de combat, qui cette fois-ci, comme vous voyez au niveau du constructeur, ne s'occupe pas de prendre finalement, vous voyez ici l'énumération qui n'était pas pratique et surtout qui incluait ici d'avoir quelque chose qui va nécessiter des modifications de code en cas d'ajout de fonctionnalité, mais de dire voilà, on pense de manière abstraite, donc on travaille avec ça. Parce que ça, c'est évolutif. Ça, c'est penser vers le futur de ce qu'on va faire évoluer dans notre programme par la suite. C'est de se dire, on a un contrat, et vous voyez ici, j'ai ça, j'ai créé un guerrier, j'ai permis d'avoir des sorciers, pas de problème. Ensuite, pour attaquer, on indique que le combattant qu'on a, on le fait attaquer. Comme ces derniers implémentent l'interface, on sait, on a la garantie, c'est le principe des interfaces, principe de ces contrats, on a la garantie qu'ils possèdent bien une méthode attack et donc qu'ils ont leur propre comportement spécifique. Et bien sûr, le polymorphisme fera son travail. Donc à partir de là, on passe ici à un fighter qui, je vous rappelle, est une interface. D'accord, c'est le type d'une interface. Donc comme ici, comme attribut du système de combat. Pas de problème, voilà, on s'en fiche de savoir qui attaque, on n'a plus besoin de faire de conditions. Est-ce que c'est un guerrier, un sorcier? Non, on s'en fiche. C'est un combattant, on sait qu'il peut attaquer, il attaque. Point barre. Et à partir de là, on a ce code-ci. Pensons un peu plus loin maintenant, en cas d'évolution, qu'est-ce qu'on ferait? On veut ajouter nos fameux archers, pas de problème. On fait ce genre de classe, public class, archery, implements fighter, et on implémente sa méthode attack avec la manière que le archer attaque, et vous voyez qu'on ne touche pas à ce code. On ne touche pas à ce code, on ne touche pas au code du guerrier et du sorcier, encore moins, on va juste ajouter du code, c'est-à-dire créer une nouvelle classe qui va elle aussi implémenter cette interface. On a donc étendu le code et on n'a pas modifié le code existant. Donc il y a bien ce respect du ouvert à l'extension, fermé à la modification. Donc pensez-y, c'est très important de bien appliquer ça. Et ça, c'est pareil, c'est très simple à appliquer. Normalement, de toute façon, pas mal de langages de programmation vont vous aider à respecter ce principe-là, notamment dans l'usage des interfaces, etc. Et certains langages, si vous essayez de passer des types différents aux paramètres de certaines méthodes, ce serait impossible. Ils vont obligatoirement vouloir un certain type. Donc vous pouvez avoir certaines sécurités, mais voilà, veillez quand même à respecter ça au maximum. Et surtout que c'est assez simple à comprendre et c'est on peut très facilement mettre ça en pratique et ça va vous donner de très bonnes habitudes pour la suite et surtout ça va vachement faciliter le
comme je vous disais, l'ajout de fonctionnalités par la suite. Tout est dit en tout cas par rapport à ce que je voulais là-dessus sur ce principe ouvert-fermé. Donc on va passer au troisième, qui est peut-être un des plus importants, en tout cas peut-être un de ceux qu'on va souvent citer en premier quand on parle bien des principes solides, et qui est peut-être le moins simple à comprendre au premier abord, puisque si on devait donner une définition qui pour le coup est une définition mathématique, c'est que si q de x, donc la fonction q qui prend en paramètre x, est une propriété démontrable pour tout objet x de t, alors q de y est vrai pour tout objet y de type s, tel que s est un sous-type de t. Pareil, si on se contente juste de ça, même si vous avez l'habitude avec les mathématiques, vous arrivez à comprendre. Sinon, en posant les choses lentement, en remettant les choses comme il faut, on arrive à peu près à se débrouiller. Mais pour autant, même si on a compris après cette définition, comment l'appliquer en programmation, c'est autre chose et il faut aller un petit peu plus loin, parce qu'on a peut-être certains éléments qui manquent. Qu'est-ce que cela veut dire si je peux l'exprimer autrement? Parce que ça, c'était vraiment pour le coup, j'ai repris la définition technique telle qu'elle était au départ, donc l'expression mathématique. Moi, ce que je vous dirais simplement, c'est qu'une classe qui dérive, donc une classe dérivée, elle doit pouvoir être interchangée, si vous voulez, avec sa classe de base, sans que ça affecte en fait l'exécution du programme. D'accord? Donc une classe parente, vous devez pouvoir une classe enfant, vous devez pouvoir l'interchanger avec la classe parente, et normalement votre code doit continuer de fonctionner. Si à ce moment-là votre code ne fonctionne plus, ou alors que ça inclut des erreurs logiques, c'est que vous avez un problème de conception, et dans ce cas-là, vous n'avez pas respecté en fait ce principe de substitution de Liskov. Liskov pour Barbara Liskov, j'ai une petite image juste après, qui est donc la personne qui a formulé ceci. Voilà. Donc entre le parent et l'enfant, en fait, les signatures que vous aurez pour les méthodes, donc ça devrait être identique, ça va de soi, et pas que. C'est-à-dire que même en termes d'exception, si vous êtes dans un langage qui travaille avec des exceptions, il faudra que les exceptions éventuellement levées, retournées, soient les mêmes aussi. Sinon à ce moment-là, vous ne respectez pas ce principe non plus. Et ça, à la rigueur, c'est le piège qui peut être rapide. Parce que les gens se disent, j'ai la même signature, mais après, comme ils déclenchent une exception dans un cas mais pas dans l'autre, se disent que c'est bon, mais non. Parce qu'en fait, vous n'avez pas un comportement identique, et on ne peut donc plus interchanger, substituer les deux objets des deux classes distinctes. Voilà un exemple précis, très simple, cette fois-ci en Python. Alors d'ailleurs, c'est ça que j'ai pas dit, mais l'exemple d'avant, c'était du Java. Oui, c'était du Java, voilà. Le premier, c'était du PHP. Ensuite, je vous ai fait un peu de Java pour pas faire toujours la même chose, en fait. Et ici, on a du Python. Donc voici un exemple très simple. Nous avons une classe qui représente un oiseau et une méthode qui le fait voler. Voilà, bisous, je m'envole. Bon, c'est une petite ref amorcée, bien sûr. Une classe aigle, donc qui hérite de bird, donc qui est en fait une classe dérivée, c'est une classe enfant, et une classe kiwi qui est un oiseau aussi, donc pareil, qui hérite de bird, sauf que lui, si on veut être logique, c'est un oiseau qui ne vole pas. Voilà, il a des moignons à la place des ailes, donc si le pauvre essaye de voler, il risque plus de chuter, de se faire très très mal, ou pire, que de réussir à s'envoler. Donc il ne peut pas voler, et si on veut être logique, si on fait les choses en pensant en tout cas qu'on les fait correctement, c'est ce qu'on ferait en tant que développeur. On ferait quelque chose comme ça en se disant, voilà, ok, il ne peut pas voler, j'indique, je lève une exception indiquant qu'il ne peut pas voler. Et là, dommage, vous n'avez pas respecté en fait le principe de substitution de Liskov. Puisque ici, en fait, si on vient à remplacer un kiwi, donc c'est ce que je fais là au niveau ici des déclarations, des instanciations de différents objets, un kiwi par en fait, c'est pas ce que je voulais. Oups, j'ai tout enlevé. Attendez. Il est où le code? On n'aille pas trop vite. Ici, j'ai cliqué sur le mauvais lien. Voilà. Si on remplace un kiwi par un oiseau, à nouveau, on aurait un comportement qui ne va pas. On aurait en fait des choses illogiques, des comportements distincts, puisque l'oiseau peut voler. Le kiwi, ok, c'est un oiseau, mais il ne peut pas voler. Donc là, généralement, ce sont des éléments qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. J'aurais pu prendre un exemple qui est très célèbre et qui est souvent utilisé d'ailleurs pour illustrer ce principe, qui est l'exemple du rectangle et du carré. On fait une classe rectangle et on fait une classe dérivée du rectangle qui est le carré, en se disant le carré c'est un rectangle en fait, c'est juste qu'il a ses côtés qui sont de même longueur. Le problème c'est que ça, vous êtes sûr d'être en violation de ce principe de substitution de Liskov, parce que ça ne marche pas. Parce que certes, un carré c'est un rectangle, mais un carré a des propriétés différentes du rectangle, et si vous voulez calculer des aires, des volumes, des aires là parce qu'on est sur des surfaces 2D, et automatiquement vous aurez une incohérence. Parce que dès lors que vous allez vouloir remplacer le carré par un rectangle, calculer l'aire d'un rectangle, ça ne se passe pas comme avec un carré, et vous aurez donc une erreur au niveau du calcul de l'aire. Donc là, le fait de substituer la classe enfant par la classe parent, montre en fait que ce n'est pas possible, que ça entraîne des erreurs, et donc nous n'avons pas respecté ce principe précis. Alors comment on corrige ça après avoir détaillé un petit peu tout ça en détail?
Tout simplement comme ça. Donc voici Madame Barbara Liskov, et en fait vous avez votre classe birth, pas de problème, on fait ça comme ceci, et tout simplement, alors l'exemple est très simple parce que c'est du Python en plus, donc ça aide beaucoup. Donc là ça change pas parce qu'en fait je la redéfinis pas, donc il va simplement utiliser celle-ci, ça va pas changer pour l'aigle. Et le kiwi, de toute façon voilà, là on a une chaîne de caractères, on fait un affichage, donc on ne change pas. Voilà, juste il ne sait pas voler, donc on peut faire ça comme ça. Sinon, si vous voulez faire ça autrement, il faudrait ici avoir une classe qui n'hérite pas forcément d'oiseaux, et de laisser le kiwi à part ou de gérer ça autrement. Ça à vous de voir, et ça dépend aussi du langage de programmation dans lequel vous êtes. Donc à vous bien sûr de voir comment vous faites ça précisément. Mais comme je vous dis, c'est une solution possible, c'est pas la seule. Mais en tout cas là on n'a pas de différence avec dans le cas de cette classe, ça affiche un message, et dans ce cas de cette classe, ça lève une exception. Donc là, on n'a pas la même chose. Au moins, enfin on a la même chose dans ce cas précis avec la correction. Donc c'est bon. C'est tout pour ce principe. Mais voilà, celui-là, c'est pas forcément le plus évident parce qu'on peut très vite tomber dans le piège. Surtout quand on parle d'exception, on pense souvent aux signatures des fonctions, on pense pas forcément au reste. Donc attention, le bon moyen de tester, c'est vous changer l'objet de la classe enfant par la classe parente. Si ça fonctionne toujours pareil, que c'est toujours logique, a priori c'est bon. Sinon, ça peut être un indicateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On passe au quatrième et l'avant-dernier, le principe de ségrégation, de séparation des interfaces. Je l'ai défini, enfin en tout cas je l'ai expliqué comme tel, qu'il est mieux en tout cas d'opter pour plusieurs interfaces spécifiques plutôt qu'une seule générale. C'est-à-dire qu'un client ne devrait jamais être contraint, forcé, d'implémenter une interface qu'il n'utilise pas. Et ça c'est pareil, je pense que c'est quelque chose qui revient assez souvent chez les développeurs débutants. C'est-à-dire qu'on va vouloir, même si l'exemple que je vais vous montrer encore une fois est un peu plus court, puisque je n'ai pas des images ici qui font des dimensions infinies, donc je ne peux pas vous afficher des centaines de lignes de code, mais on aurait tendance à vouloir trop en mettre, encore une fois. Comme le fait de faire des classes qui ont énormément de méthodes, énormément d'attributs, pareil ici, on pense bien faire au départ, parce que bon, on fait différentes choses, c'est-à-dire que là vous voyez on fait une interface, donc c'est super, donc là on est sur un code en C#, on fait une interface en disant voilà, on a compris que c'était important le polymorphisme, tout ça, on essaie de faire les choses comme il faut, donc on fait une interface qui représente un véhicule et les possibilités d'un véhicule, c'est-à-dire conduire, plonger et voler, d'accord? C'est l'interface qu'on a. Et à partir de là, on crée des éléments concrets, des entités concrètes de ça. On commence par faire une voiture, ok? Et la voiture, effectivement, on est obligé par le contrat, par l'interface, on a l'obligation de remplir ce contrat qui est d'implémenter toutes les méthodes qu'elle a, donc on le fait. Et la première, ok, la voiture qui conduit, peut faire conduire une voiture, parce que c'est la voiture qui conduit, ça arrivera peut-être dans un futur plus ou moins proche, mais pour le moment, il faut encore une personne pour la conduire, quasiment en tout cas. Donc on conduit la voiture, pas de problème, on arrive bien à se douter. Et là, pas de bol, faire plonger une voiture, donc sous-entendu dans l'eau, c'est compliqué. Donc non, une voiture telle qu'on les connaît, non, ça ne plonge pas, donc on déclenche une exception et on indique la voiture elle coule. Voilà, si tu la mets dans l'eau, ça va être compliqué. Et encore moins de faire voler une voiture, donc pareil, il y a la voiture volante, comment ça, non, c'est une voiture, tout ce qu'il y a de plus classique, voiture thermique, voiture électrique, mais ça ne vole pas. En tout cas, les voitures là ne volent pas. Donc on a ça. Et on peut se dire, c'est bon, j'ai effectivement bien redéfini, j'ai bien effectivement donc écrit, implémenté toutes les méthodes, et ce code marchera, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que ça ne va pas entraîner d'erreur de compilation pour vous dire, attention, tu ne respectes pas le principe de ségrégation des interfaces. Non, ça marchera et vous allez vous dire, très bien, j'ai rempli ma part du contrat, c'est bon. Et maintenant, vous faites un sous-marin, pas de problème. Vous créez une classe de sous-marin concrète, et là, conduire un sous-marin, non, ça se conduit pas, sous-entendu sur une route, voilà, donc non, on ne conduit pas le sous-marin. Par contre, faire de la plongée, oui, avec un sous-marin, ok, donc il rejoint les profondeurs, très bien, ça il sait faire. Et voler, à part voler, peut-être piquer un sous-marin, mais le fait qu'il s'envole, qu'il monte dans les airs, non plus, donc ce n'est pas un dirigeable, c'est un sous-marin, donc il ne peut pas faire ça. Et là, vous voyez un petit peu le problème qu'il y a. C'est que cette interface, elle a trop de choses. Elle est trop globale, trop générale, et comme vous mettez tout ça dans une seule interface, vous imposez forcément à tout élément qui veut, donc tout client qui veut l'implémenter, de devoir forcément implémenter tout ça. Sauf que lui, il n'aura pas forcément besoin de tout ça, mais vous lui imposez. Si je veux créer, je sais pas moi, un bateau, voilà, un voilier, admettons, le voilier, vous m'imposez de devoir indiquer comment il vole le voilier. Et comment je conduis un voilier, à la rigueur, on peut peut-être se dire, allez, mais pareil, ça va pas sous l'eau, un voilier, a priori, ou alors je suis pas au courant, il faudra me dire, et ça ne vole pas. À part peut-être dans Peter Pan, on fait voler les bateaux, mais c'est tout. Donc, vous comprenez un peu le problème qu'il y a.
Alors comment on corrige ça? Comment on obtient quelque chose qui respecte justement ce principe de séparation des interfaces? Eh bien de cette manière-là. Donc pareil, on rajoute à nouveau du code et on fait simplement une interface qui indique qu'un élément peut être conduit. Et on met simplement cette méthode. Alors bien sûr, hein, je reprécise, je me répète un peu, mais c'est important je pense pour éviter des confusions. Dans des vrais cas, vous aurez peut-être plus, mais attention, c'est ce qu'on appelle ça, c'est une interface pure, et une interface donc pure, c'est une interface qui n'a qu'une seule méthode, donc ça peut exister. N'ayez pas peur de faire une interface qui n'aurait qu'une seule méthode, d'accord? Il n'y a aucun problème, et ne vous dites pas, oh c'est bizarre, il n'y a qu'une méthode, il faut forcément qu'il y en ait plus. Non, ça existe, ça peut se faire, il n'y a aucun problème. Même si vous aurez des cas où vous aurez plus que ça, mais les deux existent. Donc on fait une interface pour indiquer, voilà, le contrat là, c'est de faire conduire quelque chose, peut être conduit. Une autre interface qui indique que ça peut voler. Et une autre interface qui indique que c'est submersible, donc ça peut aller sous l'eau, tout simplement. Et là c'est bon. On crée notre élément concret, la voiture. On implémente le fait qu'elle puisse être conduite. Donc on est obligé évidemment d'implémenter ces méthodes, il n'y en a qu'une, on le fait, voilà, conduite de la voiture. Et puis là, on fait notre sous-marin de tout à l'heure, voilà. Il implémente l'interface submersible, ok, plongée, donc on fait plonger le sous-marin, pas de problème. Et puis là, vous voyez, petite nouveauté par rapport à tout à l'heure, on fait une voiture volante, parce qu'après tout, qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Et là, vous voyez, comment on fait? Eh bien, vous implémentez, parce que vous le savez, hein, en programmation, quel que soit le langage, vous connaissez peut-être pas le C#, c'est pas grave, mais dans d'autres langages, vous savez que vous pouvez implémenter plusieurs interfaces, vous n'êtes pas limité à une seule. Donc, voilà, notre voiture volante, elle implémente à la fois le fait, donc le contrat qui lui donne la capacité d'être conduite, et en même temps, le fait qu'elle puisse voler. Mais il n'y a pas de problème. Comme ça, on n'impose pas des fonctionnalités qu'on ne veut pas utiliser, qu'on n'utilisera pas, mais seulement ce qui est nécessaire. Donc on peut conduire cette voiture volante, elle peut rouler, et on peut aussi la faire s'envoler, donc la faire décoller. Et elle a comme ça les doubles capacités. Super. Voilà, il y a plusieurs possibilités comme ça que vous pouvez avoir. Donc j'espère que c'est un exemple, et je pense que c'est un exemple suffisamment clair pour vous illustrer justement ce principe de séparation des interfaces. Et on en vient au dernier, qui n'est pas le plus compliqué, celui-là, de ce que je vois, encore une fois, je me base sur les retours, avec les questions que vous me posez, les erreurs que vous pouvez faire quand vous apprenez un langage, etc., sur la chaîne YouTube, ainsi de suite. Donc généralement, celui-là, c'est moitié-moitié, voilà. Il y a des gens qui arrivent à l'appliquer, encore une fois, vous n'en avez pas forcément conscience, vous le faisiez tel quel, parce que ce sont des bonnes habitudes à avoir, d'autres qui peuvent faire l'erreur, donc ça dépend des gens, c'est assez, on va dire, mitigé, assez mélangé, là où d'autres, des fois, sont carrément évidents. L'inversion de dépendance, c'est tout simplement de dire qu'une classe, elle doit dépendre de son abstraction et pas de son implémentation. C'est-à-dire que toutes les entités qui sont abstraites, elles ne doivent absolument pas dépendre des détails. Et là, pareil, si je vous laisse avec ça, vous voyez que c'est beaucoup de théorie, c'est assez vague, on ne comprend pas forcément, et c'est pour ça que je fais toujours des petits exemples pour illustrer, qui vont carrément aider à la compréhension de tout ça. Voilà ce qu'il en est. On a ici un code en c'est du... Qu'est-ce que j'ai refait ce code? C'est du C++, oui, je cherchais, parce que j'ai tellement fait de langages différents, je voulais à chaque fois faire un langage différent pour que ce ne soit pas orienté sur un seul, pour montrer que le plus important c'est le visuel en lui-même, c'est pas tellement le langage utilisé, hein. J'aurais pu faire ça avec n'importe quel langage à la place. Donc ici, une classe concrète qui est tout simplement un système de connexion à une base de données MySQL. Donc c'est précis, hein. On est quand même sur quelque chose de bien spécifique. Et on a une méthode qui va permettre de faire la connexion, ok. Comme d'habitude, souvent je n'ai pas mis le code du corps, on s'en fiche. C'est juste pour illustrer l'exemple, c'est pas pour avoir un code en fait complet, tout développé. Et ensuite, on a un élément qui va gérer tout ce qui est persistance de données, notamment ici pour des news, voilà, sur un site web ou que sais-je, une application, peu importe. Et donc on a le constructeur classique qui va prendre en compte le connecteur, donc ce qui va permettre en fait d'enregistrer, de sauvegarder ces différentes news, et la petite méthode qui fera ce travail, on comprend bien. Et donc on a dans cette classe l'élément, l'attribut qui sera le connecteur pour savoir sur quoi en fait avec quoi on va interagir en termes de base de données pour pouvoir par la suite faire cette sauvegarde. Et là on a un problème aussi. On a un problème, même chose, parce que si demain je veux changer le mode, là on se rend compte, non, finalement on n'utilise plus MySQL, on utilise, je sais pas moi, PostgreSQL, on utilise Oracle, on utilise Microsoft Server, ou même autre chose, et bien on se retrouve avec un problème, parce qu'ici on a un code qui dépend des détails. Voilà. Ça dépend de quelque chose qui est un détail et non pas quelque chose qui est abstrait. Parce que là, on est déjà sur un connecteur MySQL. On n'est pas sur un connecteur vague, global, abstrait. Et c'est là tout le problème. C'est que si on veut changer ça, on va devoir bien sûr créer une nouvelle classe et on devra changer
ceci. Et peut-être même des choses là-dedans, c'est-à-dire que dans Save ou dans Connexion ou autre, peu importe, il peut y avoir des autres modifications à faire. Et même là, voilà, on doit changer ça. Bref, c'est pas pratique. Parce qu'encore une fois, et ça c'est l'erreur qu'on retrouve pour le coup chez quasiment tous les débutants, c'est les gens pensent beaucoup au maintenant, au présent, et ne pensent pas à l'après. Donc là, vous vous dites, vous êtes en train de faire votre projet, d'accord, et vous travaillez vous avec MySQL, c'est ce que vous avez appris à utiliser, vous ne savez peut-être utiliser que ce système de gestion de base de données. Donc vous faites votre projet, vous dites, voilà, je fais ça, et puis de toute façon, ça va être ça. Oui, sauf que vous ne pensez pas à ce qui pourrait arriver plus tard. Peut-être qu'un jour, ça ne sera plus pertinent par rapport à ce que vous avez pour répondre aux besoins de votre application, et vous n'avez pas pensé à l'après ou pensé de manière plus abstraite. De vous dire, en fait, on ne veut pas se connecter à une base de données MySQL pour sauvegarder les news. On veut juste se connecter à une base de données. Point. Et ça s'arrête là. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir pour concevoir votre code. Et pour cela, on obtient en tout cas cette possibilité, donc cette solution-là. On parle cette fois-ci d'une interface. Alors il n'y a pas d'interface à proprement parler en C++, donc c'est pour ça que j'ai pris ce langage comme exemple, pour montrer qu'on peut se débrouiller quand même en simulant, en fonctionnant en fait avec les interfaces de manière, on va dire, interne. C'est des mécaniques internes, mais il n'y a pas un mot-clé interface, interface en C++. Et ici, on fait notre classe, voilà, qui représente un connecteur de base de données. Vous voyez, c'est abstrait. On ne sait pas lequel précisément et on s'en fiche. On n'a pas besoin de toute façon que cette classe concrète, elle connaisse exactement la méthode utilisée ou la manière qui est utilisée pour se connecter. Elle n'a pas besoin de savoir ça. On n'a pas besoin de lui exposer ces détails-là. Elle, tout ce qu'on lui verra, qu'elle qu'elle peut utiliser une connexion à une base de données. Donc on a cette classe, tout simplement, qui aura bien sûr une méthode connect. Bon, ça c'est pour les détails de C++, j'aurais même pu ne pas l'indiquer dans l'exemple, mais je l'ai laissé ici, parce que de toute façon il n'y avait pas énormément de code, donc c'était pour quand même qu'il y ait un petit peu de choses à afficher. Et là voici notre classe concrète, cette fois-ci effectivement, où on fait cette fois-ci le MySQL connector, qui bien sûr dérive de database connector. On va bien sûr écrire du code normalement ici, il faudrait le faire pour indiquer comment on se connecte à MySQL. Et après pareil, si on veut faire une autre classe pour PostgreSQL, pour d'autres systèmes, on ferait la même chose en bien sûr définissant, donc en implémentant la méthode ici connect pour chacun, parce qu'on ne se connecte pas à MySQL comme on se connecte à Microsoft Server, et ainsi de suite. Et enfin, voilà, la persistance des données, c'est cette classe. On retrouve ceci, et vous voyez que là, on n'a plus le problème de tout à l'heure d'indiquer un type spécifique, donc le détail de la connexion à la base de données, mais juste on a un élément abstrait. Voilà. On va utiliser ce qu'on retrouve ici en attribut, eh bien, notre connecteur a une base de données. Mais c'est vague, on ne sait pas et on n'a pas besoin de savoir. La personne, éventuellement le développeur, si bien sûr vous êtes plusieurs, qui s'occuperait de cette partie-là, de la logique en fait, de la persistance des données pour les news, voilà, il n'y a pas besoin de savoir, vous n'avez pas besoin de lui exposer qu'est-ce que vous utilisez pour la connexion à une base de données, pour la sauvegarde. On s'en fiche. C'est juste qu'il a besoin, lui, de sauvegarder les choses quelque part, parce qu'il écrit ici une méthode, et donc vous lui passez un connecteur, et c'est tout. Et l'avantage, comme c'est un type abstrait, on peut l'implémenter dans plein d'autres concrets, donc vous pourrez passer n'importe quoi. Donc là, j'ai pas écrit le code pour utiliser ces différentes classes, mais vous pourriez en fait instancier en utilisant ici pour News Repository un MySQL connector. Et si dans 6 mois vous voulez ajouter un truc avec Oracle Server, vous créerez votre classe Oracle Server et vous pourrez passer ici un Oracle Server. Ça marchera sans avoir à retoucher à ce code non plus. Parce qu'il prend cette interface, d'accord, cette classe ici, donc cette entité abstraite, et non pas une entité qui est bien spécifique. Donc pensez-y, ça c'est, je pense aussi, assez simple à mettre en place, vraiment. Et de toute manière, vous voyez un peu au global, le problème des principes, des méthodes, des outils comme ça, d'architecture logicielle, patron de conception, patron d'architecture, c'est toujours la même chose. En tout cas, je le remarque aussi avec les retours, c'est que c'est soit un problème de compréhension, ou le fait qu'on se dit mince, ça semble compliqué, je le comprends pas simplement, parce que la théorie n'est pas forcément accessible, et souvent les gens qui ont travaillé sur ces choses-là, beaucoup ne rendent pas ça très accessible. Alors certains y arrivent, d'autres c'est trop compliqué, je trouve, et trop inaccessible peut-être pour des débutants. Donc on se dit, ah oui, mais en fait c'est réservé à des gens qui ont 20 ans d'expérience, ou alors c'est quelque chose qu'on doit apprendre quand on a justement travaillé sur des gros projets, et on a tendance à produire du coup du mauvais code au départ pendant très longtemps, et après s'il faut tout réapprendre après avoir chopé des habitudes, c'est très compliqué. Sur ça, je vous dis encore une fois, vous n'avez pas besoin d'aborder les principes solides dès votre premier jour d'apprentissage de la programmation informatique, ça va de soi, vous avez d'autres priorités je pense. Par contre, assez vite, quand vous allez commencer à développer des choses, même si ce ne sont pas des très gros projets, c'est bien de vous y intéresser pour choper ces bonnes habitudes
le plus rapidement possible, et après les garder, et que ça puisse comme ça en fait vous permettre de produire un code de qualité, quel que soit d'ailleurs le langage de programmation que vous utiliserez. On en termine avec, finalement, si je devais résumer rapidement tout ça, donc les 5 principes. Voilà. Alors je vais les dire en français, hein, même si à la base ce sont ici les acronymes anglais. Donc SRP, qui est une classe, ne devrait avoir qu'une seule raison de changer, je pense que ça c'est clair. OCP, qui dit qu'une entité doit être ouverte à l'extension fermée à la modification, maintenant vous comprenez pourquoi. LSP, donc les objets d'une classe dérivée, doivent être substituables par la classe de base, sans altérer, sans en fait casser le comportement du programme, de manière générale. DIP, les modules de haut niveau ne doivent pas dépendre des modules de bas niveau, mais des abstractions, d'accord. Et ensuite, ISP, privilégier plusieurs D'ailleurs, je les ai inversés. Ah oui, je les ai. Bon, bref, peu importe. Oui, j'ai inversé des IP, ISP, mais on s'en fiche. Peu importe. Donc, privilégier plusieurs interfaces spécifiques à une seule interface globale, donc générale. C'est ce que vous avez à retenir. Ça, c'est la théorie, c'est les définitions. Mais maintenant, vous avez eu plein d'exemples de code et j'ai surtout bien développé ça en détail quand même sur quasiment 50 minutes pour que ce soit assez clair, pour que vous ayez cette vidéo en référence si vous avez besoin de vous référer justement à ces principes-là pour les apprendre, les étudier, les mettre en pratique et surtout les adopter définitivement dans toutes les applications et les projets que vous ferez aujourd'hui et ultérieurement. D'autres principes que vous aurez l'occasion de retrouver sur la chaîne, donc n'hésitez pas à surveiller régulièrement cette playlist architecture, parce qu'on en abordera d'autres, il y en a d'autres qui sont abordés aussi sur cette playlist, pour voir, il y a certains qui peuvent être utilisés ensemble, conjointement, d'autres pas forcément, à vous de voir. Il y en a bien sûr qui ne sont pas utilisables qu'en programmation orientée objet, donc on peut travailler avec des principes et des méthodes pour tout un tas d'autres paradigmes en programmation, pas de problème. Donc là vous en avez quelques-uns que je vous ai cités ici, et c'est ce qui termine finalement cette vidéo d'architecture sur les principes solides. J'espère avoir été assez clair. Comme d'habitude sur ce genre de vidéo, je me répète assez, souvent je répète un peu les mêmes choses, donc si vous êtes quelqu'un qui a tendance à assimiler très vite, vous aurez peut-être l'impression que je me répète un peu, que je redis les choses, que j'insiste, mais c'est très important. Si c'était appliqué par tout le monde, tout le temps, constamment, on n'aurait pas besoin de faire ce genre de vidéo, on n'aurait pas besoin d'expliquer les choses, de les détailler, de les définir, de les illustrer. Ce serait juste évident pour tout le monde, sans exception. Mais ce n'est pas le cas, donc c'est important de le faire. Tout le monde ne comprend pas à la même vitesse et les gens ont besoin qu'on explique tout en détail et qu'on insiste un petit peu pour que ça finisse par être assimilé. Si ce n'est pas suffisant, en revanche, si vous avez d'autres questions par rapport à tout ça, vous avez d'autres exemples. Par exemple, vous êtes en train de faire un code et vous ne savez pas trop, est-ce que votre code il respecte certains principes ou pas. Vous avez des doutes, donc vous essayez de mettre justement à l'application certains et vous ne savez pas trop comment, vous êtes un peu perdu. N'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, dans tous les cas, que ce soit pour poser des questions, demander un petit peu d'aide pour mettre en application ça. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est souvent un problème de compréhension, plus finalement que de mise en application. Ça après, c'est vos compétences de développeur qui font que. Donc n'hésitez pas à bien assimiler tout ça, à bien revoir si nécessaire pour bien comprendre tout ce qui a pu être dit ici. Et après, ça deviendra très naturel avec la pratique et les différents développements que vous ferez à terme. A bientôt et moi je vous surveille un petit peu comme d'habitude, toujours dans les commentaires pour voir si je peux évidemment vous éclaircir sur d'autres détails sur ces principes solides. A bientôt.